Bonjour à tous, bienvenue pour ce chapitre 2 du thème 3, théorème de l'énergie cinétique. Donc c'est un théorème très important en physique puisqu'il va nous permettre de comprendre l'évolution par exemple de la vitesse d'un système au cours de son déplacement dans différentes situations. On commencera donc par définir déjà ce qu'est le travail d'une force ou comment quantifier l'efficacité d'une force. On verra ensuite la définition de l'énergie cinétique, qu'on appelle aussi énergie de mouvement puisque liée à la vitesse. Et enfin, on s'intéressera à ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique, celui qui nous permettra de déterminer des vitesses d'un système, par exemple. Définissons ensemble ce qu'on appelle le travail d'une force. Prenons cette situation, un monsieur tombe en panne de voiture, il sort du véhicule pour le pousser. Je vais pouvoir quantifier l'efficacité de la force qu'il va appliquer au véhicule. Pour ça, je vais commencer par noter le travail de la force, c'est grand W de la force égale. Donc pour le calculer, je vais avoir besoin de considérer la distance que je vais parcourir, donc entre le point A et B, que je vais noter en indice ici. Donc pour le calcul, je vais considérer le vecteur force et le vecteur déplacement AB. Et voilà le calcul, c'est le vecteur force scalaire le vecteur déplacement AB. Donc j'insiste, le point que vous voyez, c'est un scalaire. C'est une opération mathématique qui vous donnera un nombre et pas un vecteur. J'y reviendrai plus tard. La première méthode de résolution, ça va être une méthode algébrique. Donc pour ça, pour calculer le travail de la force, je vais faire la norme de la force multipliée par la norme du vecteur déplacement, autrement dit la distance parcourue, multipliée par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Donc la force sera en newton, la distance parcourue en mètres, et l'angle sera en radians ou en degrés, dans la mesure où on fait attention à son réglage de calculatrice. Là, je le répète, c'est une méthode dite algébrique, j'en ferai une autre tout à l'heure. Grâce à tout ça, on va pouvoir vérifier la différence qu'il y a entre ce monsieur qui pousse le véhicule et ce monsieur qui pousse le véhicule. Même s'ils appliquent exactement la même intensité de force, eh bien je peux vous garantir, et on le verra mathématiquement, que l'efficacité ne sera pas la même. Mais je pense que vous voyez déjà où je veux en venir, mais là je vais vous donner les outils pour quantifier tout ça. Allez, on va faire l'étude de ce cas simple. Donc je rappelle la définition du travail, la situation, voilà, on a une force F1 qui est appliquée le long d'un déplacement AB, et je vais pouvoir calculer le travail de cette force. Donc là, les choses qui me manquent, c'est bien sûr la norme de la force, je vais la donner après, la norme du déplacement, et surtout l'angle entre les deux. Donc ici, l'angle entre les deux, si vous regardez le vecteur F1 et le vecteur AB, eh bien, ils sont selon exactement la même direction et le même sens, donc l'angle alpha est de 0 degré. Donc cos de 0, vous pouvez vérifier sur la calculette, vous avez dû le faire en maths, quand vous avez vu la trigo, ça fait 1. Donc il me reste au final que le travail de la force, c'est F1 fois AB. Si je prends ces chiffres-là, je considère que le mec qui va pousser sa voiture pendant 1 km, la force qu'il va appliquer est de 100 newtons. Bon, là j'ai juste la multiplication à faire. Soyez juste vigilants. Donc je fais la force fois la distance doit être en mètres. Donc pensez à la conversion. Et donc le calcul me donne 1,010 puissance 5 joules. Autre situation donc, le monsieur pousse le véhicule, donc monsieur un peu plus grand, voiture plus petite, bon faut voir, et donc il exerce une force le long d'un déplacement AB, une force F2. Donc le F2, déjà on voit que l'orientation n'est pas la même que pour F1. Je vais donc reporter ça sur mon schéma et procéder au calcul comme tout à l'heure. L'angle alpha est ici de 45 degrés. Je vous ai dit que la force appliquée était la même, la distance également, et le nouveau calcul va me donner, avec un angle de 45 degrés, un travail de 7,1 10 puissance 4 joules. On voit bien donc que c'est celui-là, c'est ce monsieur-là qui va être le plus efficace, étant donné que la direction de la force et la direction du déplacement, et surtout le sens, sont parfaitement identiques. Comme c'est pas la seule force appliquée, on va se faire plaisir, on va s'intéresser au poids. Donc voilà le trajet, toujours. Le poids, toujours à la verticale du lieu, donc un angle de 90 degrés entre le vecteur déplacement et le vecteur force. Je calcule donc le travail du poids. Cos 90, vous avez dû voir que ça faisait 0, donc le travail du poids est nul. Et ça sera toujours le cas si une force est perpendiculaire au déplacement, vous pouvez le noter, c'est une propriété, c'est important. Le frottement maintenant. On va supposer toujours le même trajet et on va imaginer une force F, donc toujours opposée au déplacement, donc là pas de suspense, on l'a déjà vu, mais cette fois l'angle est de 180 degrés. Donc vous voyez, contrairement à tout à l'heure, on a certes la même direction entre AB et F, sont collinéaires.
Par contre, le sens des vecteurs n'est pas le même, ce qui implique un angle de 180 degrés. Bon. Donc, si je calcule la force de frottement, F fois AB fois le cosinus de l'angle entre les deux, donc 180, si je définis une force de frottement de 50 newtons, eh ben, ça va me donner moins 5, 10 puissance 4 joules. Remarquez juste que contrairement à tout à l'heure, on a un signe moins pour le travail. Et ça veut dire que ça va s'opposer au déplacement. On parle de travail résistant. Tout à l'heure, vous pouvez rajouter à vos notes, le travail était positif, on parle de travail moteur. On va résumer les 3 situations importantes pour le calcul du travail. Donc, si j'imagine une situation quelconque comme ça, donc je rappelle la définition du travail, voilà. Si on a un angle alpha qui est compris entre 0 et 90 degrés, que ce soit égal à 0 ou strictement inférieur à 90 degrés, j'aurai, vous pouvez le vérifier par le calcul, un travail moteur puisqu'il est toujours positif. Si j'ai un angle de 90 degrés, on vient de le voir avec le poids, le travail est nul, donc la force ne travaille pas. Si maintenant l'angle est compris entre 90 et 180, 180 étant compris, on a un travail qui va être résistant puisque négatif. Vous devez connaître ces situations par cœur. Le travail est une valeur algébrique, enfin une grandeur algébrique. Donc autrement dit, son signe signifie quelque chose. On va voir maintenant une autre manière de quantifier le travail. On ne va plus faire une méthode algébrique, on va utiliser cette fois des vecteurs. Donc pour comprendre ça, on va faire une étude de cas avec le poids et on va arriver à une généralisation. Imaginons cette situation. Vous avez un système posé en A qui a un certain poids et il veut aller en B. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser des coordonnées. Je vais donc devoir définir le vecteur poids et le vecteur AB. Pour ça, j'ai besoin d'un système de coordonnées ici, ou XY. Donc le poids, pas très compliqué, pas de coordonnées en X, notez bien que je suis en vertical, ici notation verticale. Donc la première ligne c'est pour les X, la deuxième ligne c'est pour les Y. Et donc selon Y, vu le vecteur unitaire, eh bien j'ai moins P comme coordonnée selon Y. Bon, rien de bien original, sachant que P est égal à mg. Donc voilà comment je peux écrire le vecteur P. Pour le vecteur AB, je vais donc devoir faire les projections des points A et B sur les axes pour avoir leurs coordonnées. Donc j'aurai YA, YB, XA et XB. Et donc là, vous savez faire normalement les coordonnées du vecteur AB, ben, ça va être XB moins XA et YB moins YA. Et je vais donc, maintenant que j'ai les coordonnées des vecteurs, pouvoir procéder au calcul du scalaire. Alors, pour faire un calcul avec des coordonnées, vous allez voir, c'est encore plus simple que tout à l'heure. Il me suffit de mettre les coordonnées en fait des vecteurs et de faire le produit scalaire. Donc je mets les coordonnées du vecteur P, scalaire les coordonnées du vecteur AB, et pour le calcul, ben, je vais tout simplement faire la ligne du dessus, donc 0 fois xb moins xa, plus la ligne d'en bas, donc moins mg fois yb moins ya. Et là, j'aurai le résultat, moins mg fois yb moins ya. Autrement dit, si je distribue le moins dans la parenthèse, j'arrive à mg fois ya moins yb. Donc notez bien cette définition, elle est universelle. Pour le travail du poids, on le calculera toujours de la même manière. J'ai une petite question pour vous. Le travail du poids est-il toujours moteur ou résistant? Voilà la définition qu'on a de tout à l'heure. Je vous ai dit, elle sera toujours vraie. Le point A étant le point de départ, le point B étant le point final. Toujours. Si YA est inférieur à YB, je me mets dans la situation où un monsieur veut monter une échelle. Ben là, mathématiquement, on est en train de monter, le travail sera négatif. On parle alors de travail résistant, donc le poids va provoquer un travail résistant. Si YA est supérieur à YB, donc cette fois je descends. Donc prenons cette situation, donc on a un chat qui veut descendre l'échelle, il veut aller en B. Et bien cette fois, comme il descend, le travail sera positif et le poids sera donc une force motrice. Ah, on arrive enfin au théorème de l'énergie cinétique. Alors définissons-la déjà. C'est une énergie qui intervient pour tous les systèmes qui vont être en déplacement. Et l'énergie, elle va dépendre de la vitesse du système et de sa masse. Pour la calculer, c'est relativement simple. En fait, il suffit de faire le produit de la moitié de sa masse avec le carré de sa vitesse. Et avec l'énergie cinétique qui sera en joules, la masse toujours en kilos, système international, et la vitesse toujours en mètres par seconde. Il faudra faire attention à ça, c'est le piège classique.
Juste une petite remarque, c'est cette énergie cinétique que vous allez vous prendre en pleine poire si vous foncez avec un véhicule dans un mur ou si vous avez un accident. Donc on comprend facilement du coup que plus la vitesse est importante, plus l'énergie accumulée va être importante et plus ça va faire mal, quoi. Donc soyez vigilants. Voilà, c'était la petite minute prévention routière. On arrive alors au théorème de l'énergie cinétique. On va prendre cette situation-là. Donc je rappelle, on a le déplacement AB. Voilà toutes les forces qui s'appliquent sur la voiture au point d'application au niveau de A. Et donc je vais définir le théorème comme ceci. La variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces appliquées, tout simplement. Et tout ça est en joules. Comme le travail est en joules, l'énergie est en joules, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Donc on va faire une étude de cas. On a, je rappelle, le travail de la force de frottement qui vaut ça, le travail de la force appliquée, le travail du poids. Donc si je fais la somme de tout ça, eh bien mon delta EC vaut 2,1 10 puissance 4 joules. Donc, à quoi ça va me servir, vous allez me dire? Eh bien en fait, cette variation d'énergie cinétique va me permettre de calculer la vitesse en B. Donc, le delta EC, c'est un delta en physique, je vous ai dit, c'est une variation, et c'est toujours finale moins initiale. Donc, ça va faire énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A. Notez-le bien ça, finale moins initiale, c'est un delta en physique, c'est toujours comme ça. Bref, si j'explicite les expressions, donc je vais avoir 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré. Or, va égale 0, parce que le mec il était en panne, la voiture était arrêtée, et donc, je vous laisse mettre pause et trouver l'expression de VB. Allez-y. Vous avez dû obtenir VB égale racine carrée de 2 delta EC sur M. Donc, en faisant le calcul, si je considère une masse de véhicule de 1,5 tonnes, c'est la moyenne pour les véhicules de tourisme, donc on obtient une vitesse de 5,3 mètres par seconde. Faites attention, c'est bien mètres par seconde. Donc, si je multiplie par 3,6, ça nous fait 19 km par heure. Bon, c'est énorme, j'ai mis des chiffres au pif depuis le début, donc la vitesse est trop importante. Pour vous donner une idée, c'est à peu près une vitesse moyenne de jogger, un mec qui va courir un peu. Donc évidemment, c'est pas possible, j'ai dû surévaluer la force qu'il appliquait ou sous-estimer les frottements, mais en tout cas, la méthode est bonne. Donc c'est quelque chose qu'on vous demandera dans la plupart des exercices, on verra ensemble. Et voilà, c'est la fin du chapitre, on se revoit en classe. Ciao!